Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes lundi, une nouvelle semaine démarre. C'est la fin des vacances, il est temps de reprendre les choses sérieuses. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ce sera le cas avec notre invité du jour, cette comédienne et chanteuse que vous avez découvert en 2003. Pour les plus anciens d'entre vous, c'était à la Star Academy. Aujourd'hui, on va oublier un petit peu la virtuose des cordes vocales, même si elle a continué évidemment avec cette comédie musicale dont on va parler dans quelques instants. Mais vous allez adorer l'actrice dans une série aux multiples rebondissements qui a déjà provoqué quelques surfroids chez de très nombreux téléspectateurs, dont Damien et moi, on l'avoue effectivement. En pleine crise migratoire qui agite la ville de Calais, cette comédienne a accepté de jouer les anges gardiens aux côtés d'un Marc Lavoine complètement, mais alors complètement névrosé, tourmenté et même plus stressant que jamais. Bonjour Sophia Essaidi. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Ce soir, 21h, France 2 diffuse la suite de Kepler. Kepler''s, une série assez incroyable dans laquelle vous jouez le rôle d'une policière aux côtés de Marc Lavoine. Et dans cette fiction, on le découvre évidemment dans la peau d'un personnage tourmenté, en proie à des troubles de l'identité, en fait, des problèmes obsessionnels, puisqu'il y a plusieurs identités. Vous avez un peu ce point de commun avec lui, puisque vous êtes comédienne et chanteuse. Donc vous avez au moins deux identités, Sophia. Celle que vous préférez, c'est laquelle chez Marc Lavoine? C'est celle du chanteur romantique ou celle de l'acteur dramatique? C'est de l'homme. Lui, tout seul. Ouais, c'est lui. C'est un homme extraordinaire. C'est une véritable rencontre que j'ai faite. Que je le connaissais depuis des années avec la musique, mais on ne faisait que se croiser. Et là, on a pu se connaître réellement parce que vous avez chanté ensemble déjà dans des troupes, aux Enfoirés ou ailleurs? On s'est demandé ça justement. On s'est demandé, on s'est partagé des émissions, oui. Ouais. Mais est-ce qu'on a chanté ensemble? On se l'est demandé en 15 ans. On n'a pas ce souvenir. Mais il est génial, il est merveilleux. C'est une chance d'avoir un partenaire comme ça pendant 3 mois. C'est très long, hein, plus de 3 mois de tournage tous les jours. C'est quand même mieux quand on s'entend bien. Oui, a priori ça aide. Ouais. Et quand on s'entend, alors encore mieux que bien, c'est-à-dire ça devient extraordinaire. Et du coup, on a quelque chose en plus du tournage. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez lui? Sa voix, évidemment, qui est scandaleusement belle. Sa bienveillance. Sa bienveillance, ouais. C'est quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très vrai. Et de très bienveillant. Moi, je vivais des moments très difficiles dans ma vie privée à ce moment-là. Et il a été terriblement là. Et puis, c'est un vrai généreux, quoi. C'est un vrai gentil. Et effectivement, dans la série, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. On va en parler évidemment dans quelques instants. On est en direct, je le rappelle, sur Figaro Live, sur tvmag.com, sur Facebook avec Sophia Essaidi. Vous pouvez bien sûr lui poser toutes vos questions en direct. Dans quel univers la préférez-vous? La chanson, la fiction? Les deux, pourquoi pas, évidemment. Quel souvenir gardez-vous d'elle dans la Star Academy? Est-ce que vous la trouvez trop rare en télévision? Dans quel type de film, de fiction vous voulez la voir? Vous n'hésitez pas. Questions, suggestions, vous pouvez tout lui dire. Elle répondra évidemment à vos questions après les news médias de Damien Canivez. Bonjour Nicolas, bonjour Sophia. Bonjour. On démarre avec les news médias, évidemment, et ses audiences. Ça y est, c'était vendredi, c'était Les Enfoirés. Exactement. Le record a été pulvérisé. Comme chaque année, Nicolas, il s'agit du divertissement le plus suivi de la télévision française. Chaque année, c'est la même chose. TF1 dégainé vendredi. Hors match de foot, hein, on le rappelle, évidemment, mais c'est le plus suivi. L'émission de divertissement, ça reste au top du top. TF1 dégainé vendredi le concert annuel des Enfoirés, dont les bénéfices seront évidemment reversés dans les caisses des Restos du Cœur. 8,9 millions de téléspectateurs se sont rassemblés devant ce spectacle sobrement baptisé cette année, le Monde des Enfoirés, ce qui représente plus de 44% de part d'audience. Évidemment, ce sont des chiffres rarissimes qui montrent. C'est bizarre. Mais peut-être à voir, ça fait dingue. C'est vrai que ça... On vous souhaite le même score pour Kepler ce soir, évidemment. Alors, ce sont des chiffres, on ne va pas se voiler la face, qui sont rarissimes et qui montrent que ce rendez-vous reste incontournable. Mais l'honnêteté nous pousse quand même à souligner que c'est le chiffre le plus bas depuis 19 ans, quand même, puisque d'habitude, on a pour habitude de voir. Même au-dessus des 10 millions, c'était déjà juste en dessous l'année dernière. Exactement. L'année dernière, c'était sous la barre des 10 millions. Et cette année, on est à 8,9 millions de téléspectateurs. Alors, forcément, ce résultat au sommet fait en sorte que la concurrence ramasse les miettes. France 2 et ses 2,3 millions de fidèles atteignent la deuxième marche du podium grâce à un épisode en rediffusion des Petits Meurtres d'Agatha Christie. M6 s'invite dans le trio de tête grâce à sa série américaine. NCIS, enquête spéciale. Et enfin, on termine avec France 3 qui échoue au pied du podium avec le documentaire Monaco. Le rocher était presque parfait avec 1,1 million de téléspectateurs, soit 4,8% du public. Bon, que de la rediff, en général. Les gens ne prennent pas de risque face aux Enfoirés. Ça reste une marque forte, un rendez-vous assez incontournable. Sophia, vous aimeriez faire partie de cette troupe un jour? Oui, j'adorerais, bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup de vos anciennes collègues d'ailleurs, Nolwenn, Jennifer, qui étaient comme vous à la Starac. On vous l'a jamais proposé encore? Non. Non? Mais vous le feriez? Avec plaisir, bien sûr. C'est juste formidable. C'est d'être sur scène, de chanter, de danser et de ramener des sous pour aider les gens. Enfin, je veux dire, à un moment donné,
Oui, bien sûr. Surtout avec une troupe comme ça, évidemment, ça ne se refuse pas. On continue avec le retour d'une émission de télé-réalité qui a beaucoup fait parler dans les foyers, c'était dans les années 2000. Exactement. C'est pas la Starac. Hein. Ah non, c'est pas la Starac. Même si on adorerait effectivement le retour de Star Academy, cette fois-ci, c'est un programme au cours duquel des couples se rendent sur une île de rêve pour tester leur fidélité. Ouais. Alors, le temps de cette aventure, les amoureux sont séparés les uns des autres, les femmes sont envoyées dans un camp de célibataires bodybuildés, quand les hommes, eux, se retrouvent au beau milieu de tentatrices qui n'ont pas froid aux yeux. Bref, vous l'aurez deviné, il s'agit du retour de l'île de la tentation, l'émission qui a fait les beaux jours de TF1 entre 2002 et 2008. Selon le Parisien, le tournage vient de s'achever en République dominicaine et le programme devrait signer son grand retour sur W9. Ce sera avant l'été prochain. Donc c'est Julie Taton qui devrait incarner ce programme, la nouvelle version donc, de l'île de la tentation. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est une animatrice belge que l'on a vue récemment aux commandes de Secret Story sur TF1. Vous regardiez l'île de la tentation, Sophia, non. par exemple? Non, vous n'avez jamais vu ce genre d'émission? La télé-réalité aujourd'hui, elle a pris un pas assez nouveau. Elle s'est carrément professionnalisée. Hein. Les émissions comme Les Anges, Les Marseillais, les candidats ne vivent que ça. Quel regard vous portez sur ce type d'émission? Starac en était une, mais c'était une télé-réalité de talent. Pour les talents. Oui. Après, quand on met des jeunes ensemble, pour un but, moi, il n'y a pas de problème, quel que soit le but, quel que soit l'art. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand il n'y a pas de fond, quoi. Quand l'histoire est juste d'enfermer des jeunes ensemble et de les pousser de voir ce que ça donne. Voilà, et de les pousser à faire des choses à la dérive. Enfin, voilà, au clash, moi, je suis très loin de tout ça. Mais c'est vrai que voilà, si seulement à l'intérieur de ces maisons, on leur demandait de faire des choses artistiques, si on les castait selon un talent artistique, pourquoi pas? Mais sans ça, moi, j'ai un peu de mal. Ouais. À l'époque de la Starac, vous regrettiez cette façon d'être filmé aussi en permanence. Effectivement, il y avait les primes, mais c'est dommage. Un The Voice, ça vous aurait plus plu aujourd'hui, davantage? Oui, moi j'avais beaucoup de mal avec le côté télé. Après, c'est une concession que j'ai faite en me disant bon, à un moment donné, s'il faut passer par là pour être connu. C'était la seule qui existait de ce type à l'époque. Hein, voilà, c'est ça. Pas du tout pour être connu, au contraire, pour avancer dans ce métier. Bon, il fallait le faire, je l'ai fait, mais j'en ai beaucoup souffert. Ça a été un poids, hein, vraiment. Hein. J'ai pas fait ça avec plaisir, hein, la télé. Ouais. The Voice, c'est une émission que vous regardez, que vous aimez bien? Oui, c'est une émission que j'aime beaucoup. Ouais. Je trouve que c'est génial. De découvrir autant de talents. Moi, ça me tue. Toutes les années, c'est pareil. Chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible. Qui sont à un niveau un peu plus avancé que ce que vous étiez à Starac, en général. Plutôt des gens qui ont déjà du métier. Oui, qui ont déjà du métier. Les gens savent déjà de quoi ils parlent. Hein. Après, nous, à la Starac, on était des jeunes, vraiment des petits jeunes, naïfs. On connaissait rien du tout. On avait juste une envie, c'est d'être, enfin, je parle pour moi, c'est d'être artiste et de faire ce métier. Après, ici, c'est vrai qu'on voit autre chose. Hein, quand on regarde The Voice, puis là j'ai différent. Hein. On avait tous entre 19 et 22 ans. Quoi. Moi, j'avais 19 ans. Ouais. C'est très très jeune, hein. C'est petit. Et Sophia a bien grandi depuis, vous allez le voir. On termine évidemment ces news avec un sondage paru ce week-end dans le journal du dimanche, ça concerne les médias. Exactement, alors cette étude porte plus particulièrement sur le traitement médiatique des gilets jaunes, alors que les manifestations organisées chaque samedi commencent un peu à s'essouffler, on l'a vu notamment samedi dernier. 53% des Français considèrent que la majorité des médias ont mal couvert ce mouvement et n'ont donné la parole, pas à tout le monde, hein, voilà, ont mal couvert cette période. 15% des sondés déclarent qu'ils comprennent la violence à l'égard de certains journalistes qui ont essuyé sur le terrain effectivement quelques coups. On en a parlé ici sur ce plateau effectivement. Et enfin, un chiffre par contre un peu plus rassurant, 91% des Français considèrent que le journaliste est quelqu'un d'utile. Donc on ne sera pas au chômage tout de suite. À peu près sauvé. Sophia, effectivement, il y a une grande défiance, notamment à l'égard des médias, des journalistes dans cette crise des gilets jaunes. Vous l'avez suivi, j'imagine, comme tous les Français. Vous trouvez que les journalistes ont été mal inspirés sur ce quoi, qu'ils ont mal couvert les événements, ou c'est compliqué? Je ne me sens pas capable de répondre à cette question. Après, je trouve ça dommage qu'on en soit arrivé là. Il y a eu un taux de défiance assez fort par rapport des Français par rapport aux médias. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est de voir autant de haine. Quoi. Voilà, c'est un peu bateau tout ça, mais c'est assez terrible de voir l'animosité qu'il peut y avoir entre des gens qui, au final, peuvent souvent penser la même chose. Quoi. Mais c'est une manière c'est la forme, qui fait c'est dommage d'en arriver là. Quoi. Une façon de s'exprimer, effectivement, en tout cas. Et on rappelle évidemment que la violence n'est jamais bonne conseillère, et que ce soit contre les journalistes ou contre les autres d'ailleurs. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est fini, Nicolas. D'autres médias dès demain. Revenez avec une petite télé-réalité croustillante. Oui, avec plaisir. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions qui arrivent en nombre, je le vois, avec Sophia et Saïdi.
Kepler, c'est le nom de la série de France 2, qu'elle se poursuit ce soir. Ce sera à partir de 21h. Une fiction dans laquelle vous interprétez, Sophia, le rôle d'une policière chargée d'enquêter sur plusieurs meurtres, aux côtés du commandant Kepler, le fameux, donc campé par Marc Lavoine. Comment vont faire ce duo, on vous voit ici évidemment à l'image avec Marc Lavoine, pour trouver l'auteur de ces mises en scène c'est assez morbide quand même, en termes de mise en scène. Comment ça va fonctionner le duo entre les deux? Sur le tournage, vous voulez dire? Déjà dans la fiction, pour ceux qui n'ont pas vu, qui veulent un petit peu rattraper. Dans la fiction, ce qui est super, c'est qu'au fil des épisodes, on voit ce lien se créer entre eux. C'est un vrai couple, mais ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté aussi. Et ça, je trouve ça super. Il y a un homme, il y a une femme. On pourrait penser qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Il ne se passe rien parce qu'on est à un autre niveau. On est à un autre niveau de lien, on est à un autre niveau de rapport. Et moi, j'adore ce rapport très fraternel qu'il peut y avoir entre les deux personnages principaux. Et on rappelle notamment que dans la série, vous êtes la seule à savoir un peu ce qu'il en est de Marc Lavoine. Il est malade, il le cache parce qu'il ne veut évidemment pas que les supérieurs le sachent. Et elle le découvre à un moment donné. Et donc, forcément, ça crée aussi le lien entre eux. Le lien, voilà, le petit truc en plus, c'est parce que d'un coup, ils partagent un secret, quoi. Alors évidemment, la semaine dernière, les épisodes se sont finis sur un suspense absolument intolérable, scandaleux, Sophia. C'est comme ça à chaque fois. On ne savait pas si Marc Lavoine était gentil et était méchant. Pour ceux qui ont suivi les 2 premiers épisodes, qui attendent ceux de ce soir avec impatience, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Juste pour pas que la journée soit trop longue jusqu'à ce soir. Au contraire, je vous laisse comme ça dans cette envie d'être à ce soir vite à 21h. Non, on ne dira rien. Bon, on va parler évidemment de l'ambiguïté de Marc Lavoine qui fait aussi évidemment beaucoup autour de la série. Damien, on va prendre tout de suite des questions. Moi j'ai vu les 6. Nous sommes en direct sur la page Facebook. Damien, t'as privilégié, il a tout vu, mais il ne dira rien. Exactement, je dirais rien du tout. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Vous pouvez envoyer toutes vos questions. Alors voilà, on salue Monique qui vous admire depuis longtemps. Vous êtes tellement belle et moi je suis une femme même à mon âge. Voilà, alors on ne sait pas quel âge a Monique. Michael qui souhaite savoir si vous souhaiteriez faire un duo musical avec Marc Lavoine. Mais oui, on en a parlé. C'est vrai? On en a parlé de tout. Peut-être qu'ils m'écrivent une chanson, qu'on chante ensemble, on ne sait pas. Mais on s'est tellement bien entendu qu'on a envie d'aller un peu plus loin et de se dire, si c'est dans la comédie, pourquoi ce ne serait pas aussi dans la chanson? Pourquoi pas? D'accord. Mais en tout cas, tout est possible. Absolument, tout est possible. Ouais. Comme quoi, 3 mois, ça rapproche. Voilà, tout de suite, les idées, les envies. Alors, évidemment, on vous a parlé tout à l'heure de ce suspense insoutenable. Et si on pose cette question, c'est parce que, justement, le commandant Kepler souffre de troubles de la personnalité. Ils sont 4 dans sa tête. Il y a 3 autres personnalités différentes qui, peu à peu, prennent le dessus l'une sur l'autre. Comment votre personnage, Sophia, va-t-il gérer l'instabilité psychologique et émotionnelle de Marc Lavoine? Parce que c'est compliqué, même pour vous. Déjà, la compréhension. Il faut déjà s'en rendre compte. Il faut être conscient de ça. Donc, du coup, ça passe d'abord par des moments d'incompréhension totale, en voyant juste la personne à côté être un peu bizarre, faire des choses un peu bizarres. Et puis après c'est forcément le choc. C'est compliqué. C'est un vrai sujet de société, la maladie, dans le travail. C'est même plus de la bipolarité, c'est de la, qu'on appelle ça quadripolarité ou poly. C'est multiples personnalités, en fait. Et c'est une vraie maladie qui est difficilement soignable. Et on va se rendre compte de cette difficulté de continuer à vivre quand on a ce genre de maladie. Alors on le voit évidemment, cette enquête se déroule à Calais avec la crise des migrants en toile de fond. Est-ce que ce contexte-là, ce contexte sociétal, vous a aussi poussé à accepter ce rôle, Sophia? C'est pas simplement juste un gadget, ça fait vraiment partie intégrante de la série. Bien sûr. Après, c'est pas le sujet principal. Parce qu'on nous a beaucoup dit au début, c'est une série sur les migrants. Non. C'est une série sur cette situation, mais c'est vraiment une série sur la maladie. Mais bien sûr, le fait qu'on parle de ça, moi, c'est la position de mon personnage par rapport à ça aussi que j'ai trouvé géniale. Cette position, elle est un peu au milieu de tout, elle essaie vraiment de comprendre une situation incompréhensible, quoi. Alors elle dénonce bien sûr, mais elle est un peu perdue. Justement, Kepler lui fait beaucoup changer les choses, la bouscule beaucoup. On voit pendant les épisodes qu'elle change un peu d'avis, quoi, parce que elle est très ouverte, elle est très humaine, et moi ça m'a beaucoup plu dans le personnage, au-delà évidemment du décor. Et vous savez pourquoi les auteurs ont choisi cette crise migratoire en toile de fond? Est-ce qu'il y avait aussi un message à faire passer? Est-ce que c'était par rapport à l'intrigue? C'est ce que j'aime dans cette série, je trouve qu'il n'y a pas de message, il n'y a pas de leçon. Voilà.
Il n'y a pas de leçon, et ça, je trouve ça vachement bien. On termine pas de là en disant, bon ben voilà, c'est eux les méchants, c'est eux les gentils. Je suis très heureuse qu'on termine cette série en se disant, oulala, en fait, c'est vraiment une situation terrible dans laquelle on ne trouve pas de solution. Il y a une réalité, voilà, c'est ça. Parce que finalement, c'est abordé de tous les angles. C'est très abordé du côté migrant, très abordé du côté flic, forcément, mais aussi du côté association par ma mère dans le film qui tient une association d'aide aux migrants. Donc vraiment, le sujet est traité sous tous ces angles, et ce qui nous donne, nous, aux spectateurs, parce que je suis aussi spectatrice de cette série, ça nous donne vraiment un regard assez général, liste sur ce sujet-là. Et moi, ça m'a beaucoup plu parce que c'est vraiment le sujet de mon personnage et le combat de mon personnage, c'est d'être au milieu de tout ça, en regardant partout et d'essayer de trouver une solution pour que tout le monde soit au mieux, quoi. Alors évidemment, dans cette fiction, elle dénonce aussi l'exploitation des migrants, ou le traitement plutôt qu'il leur est réservé en France. C'est aussi une cause, qui vous tient à cœur. Vous connaissiez un petit peu cette cause avant le tournage, ou pas plus que ça? Parce qu'on parle toujours de la jungle de Calais, mais effectivement, quand on n'y est pas, on ne se rend pas compte. Parce qu'on en parle tellement. Donc du coup, on est tous dans l'inconscient collectif très connectés finalement à cette situation-là. Mais ce qui m'a permis d'en savoir un peu plus, c'est d'aller me renseigner, évidemment. D'aller regarder. Ce qui m'a le plus plu, c'est d'aller regarder des reportages. Des reportages qui décrivaient un petit peu toutes les situations. Parce qu'au final, dans l'actualité, ça reste très superficiel comme traitement. Absolument. Oui. Et puis après, il y a un mois, ça avait fait un grand traitement, effectivement, là-dessus, dénonçant le traitement de l'État français. Tout à fait. Et du coup, là, ça m'a permis d'aller plus loin, d'aller découvrir des choses et d'avoir un regard critique de chaque côté, et d'avoir un regard à l'inverse très humain en pensant à chaque camp, quoi. Parce que c'est des camps, c'est terrible, mais c'est des camps. Absolument. Damien? Oui, alors il y a beaucoup de compliments encore sur la page Facebook de TV Magazine. C'est une tradition ici. Ben oui. Critique, on prend aussi. Il n'y en a pas pour l'instant, mais n'hésitez pas à envoyer toutes vos insultes, tous vos critiques. C'est ça, exactement. Alors Victoria, vous êtes une actrice magnifique. Nathalie qui vous adore dans cette série, mais aussi en tant que personne, voilà. Et une question de Tristan qui souhaite savoir, voilà, une petite anecdote sur le tournage. Quel a été le moment le plus difficile? Ouf, il y en a eu pas mal. C'était très très engageant physiquement, très difficile. Moi, je me suis pas mal blessée sur le tournage. Vous vous battez beaucoup. Je me bats beaucoup, ouais. Je cours beaucoup et je me bats beaucoup. Du coup, c'est ce qui était génial aussi. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce film, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit génial, je vais faire ce qu'on va faire à 14 ans, quoi. On joue aux flics, c'est juste génial. Mais par contre, oui, beaucoup de blessures, donc beaucoup d'après blessures à gérer pour pouvoir continuer. Mais quel genre de blessures vous êtes foulé la cheville? Ouais, foulé la cheville. J'ai eu des hématomes, ça c'était assez facile. Mais vous étiez préparé pour ça? Vous avez dit que ce serait si physique, vous vous rendiez pas compte avant d'être sur place? Je me rendais pas compte parce que c'était la première fois finalement que je tournais un rôle comme ça. Donc ce que j'ai pas vu venir finalement, c'est le rythme. Quand on court, quand on nous voit courir dans une scène de film, ça dure 2 secondes, mais nous, on court pendant 3 heures, parce que la scène, elle dure 3 heures au minimum. Donc, c'est vrai que ce que j'ai pas vu venir, c'est ça. C'est la répétition des scènes, encore. Le côté physique m'a vraiment appelée. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce film. Mais je ne me rendais pas compte derrière. Puis, je n'étais pas cascadeuse aussi. Parce que comme j'utilise mon corps dans mon métier, avec la danse, tout ça, je me suis dit, je vais y aller, je vais faire toutes mes cascades, c'est un métier. Ouais, c'est un métier. Vous n'avez pas été doublée du tout? Non, j'ai été doublée sur une demi-scène, mais c'était des questions d'assurance en fait, parce que je ne pouvais vraiment pas le faire. Mais sinon, j'ai absolument tout fait, ouais. Les 2 premiers épisodes, ça c'est évidemment la grande surprise, ont rassemblé 4,6 millions de téléspectateurs. Vous étiez à 20,7% de part d'audience. C'est un chiffre énorme, une très très belle performance, surtout sur France 2. Votre première réaction quand vous avez découvert les chiffres, vous avez dit waouh, vous vous attendiez à ça ou non quand même? Non, je ne m'y attendais pas. On avait un peu peur parce que le sujet de la série, parce que France 2, parce que je trouve que la série est très audacieuse pour le service public. Donc bien sûr, on avait peur de se dire, voilà, on a essayé d'amener quelque chose d'un peu différent, d'un peu audacieux pour la télé. Est-ce que le public va suivre? Donc voilà, on avait très très peur. Et en tout cas, le public a suivi. Oui, ça s'est vu. Alors ce soir sera évidemment un peu plus difficile. Il y a les Bracelets Rouges, une très grosse série de TF1 qui arrive. Ça vous fait peur ou dites non? Oui, bien sûr, on a toujours un peu peur, mais j'ai confiance. Et c'est vrai que je
trouve que cette fin du deuxième, il y a un tel suspense qu'on a vraiment envie. Je connais l'histoire, mais j'ai envie de voir le troisième. Vous avez quand même envie. On a envie, donc je me dis, bon, je compte sur ça, et puis je compte sur mon merveilleux public qui me soutient à chaque fois. Donc voilà. Et on compte évidemment aussi sur les replays, puisque maintenant beaucoup de gens revoient aussi les séries en replay qui restent pendant une semaine avant les prochains épisodes. Si vous ne l'avez pas vu, c'est aujourd'hui. Dépêchez-vous, c'est le dernier jour de visionnage avant d'attaquer la suite ce soir. Damien. Victorien souhaite savoir si vous rêvez d'un grand rôle au cinéma. Oh bah oui. Oui. Et quel genre de rôle? Est-ce que vous avez eu déjà des contacts avec des producteurs? J'en ai eu certains, mais ce qui me plaisait pas trop. Ouais. Mais je suis pas tant dans quel rôle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir un rôle intéressant, qui puisse me permettre d'avoir un travail intéressant. Et pourquoi le cinéma aujourd'hui? Parce que avec le temps, je travaille beaucoup et on se rend compte finalement que même quand on a un très bon contexte, par exemple sur Kepler, d'avoir un Frédéric Schoenderfer, c'est juste un grand réal de cinéma. Mais c'est le temps qu'on a pour tourner. Et c'est vrai que quand on fait la télé, quels que soient les projets, quelle que soit la qualité, ça va vite, ça va très très vite. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un besoin et une vraie envie d'explorer les personnages, de travailler un peu plus, d'où ma vraie envie d'aller vers le cinéma aujourd'hui. C'est pas pour la vraie raison, c'est ça. C'est pas pour faire du cinéma plus que de la télé. C'est parce que là, j'ai envie d'avoir cette possibilité de prendre le temps de travailler, d'aller explorer ce que j'avais pas envie de faire avant parce que j'avais pas travaillé avant. Ça fait que quelques années là que vraiment je travaille et que j'explore très profondément le travail d'acteur. Donc j'aimerais bien maintenant aller profiter de tout ça sur un tournage. Et les propositions, vous en avez pour le cinéma, Sophia? Parce qu'on dit souvent que les acteurs télé, quand ils sont trop télé, qu'ils l'ont trop été, c'est un peu compliqué de passer. Pour vous, non, j'en ai. Justement, je pense avoir fait de bons choix. Et puis je refuse beaucoup de choses, même en télé. Justement, pour ne pas... Je sais à quel point les étiquettes arrivent vite en France. Donc voilà, si on peut éviter de s'en coller. Donc je fais vraiment des choix en fonction de ça. Mais maintenant, ma vraie envie, c'est la qualité. Avant, j'avais une vraie envie d'aller vers le cinéma. Non, aujourd'hui, je veux juste faire des bons projets et pouvoir avoir des rôles qui me permettent de travailler, de me connaître un peu plus, parce que c'est comme génial. Chaque film qu'on fait, on se connaît un peu plus. C'est formidable. C'est une vraie psychanalyse à chaque fois. La qualité, justement, on en parlait. On se rend compte depuis 3 ans maintenant que les séries françaises dominent vraiment toutes les séries, et les séries américaines notamment, soit Kepler chez vous, Capitaine Marlowe sur France 3, Profilage, etc. Est-ce que c'est, selon vous, une question de qualité? C'est-à-dire que la série française s'est enfin mis à peu près au niveau de ses concurrents, parce que c'est incroyable, il n'y a jamais eu dans l'histoire un moment où la série française dominait. Non, mais c'est une question d'audace, c'est tout. Aujourd'hui, on a l'audace d'essayer des choses. Il y a 10 ans, ce ne serait pas passé à la télé. Ce ne serait pas passé sur France 2, en tout cas. Enfin, je ne pense pas. Je peux me tromper. Oui, peut-être Canal+, ou ce genre Canal, de ça chaîne. éventuellement. Mais sur le service public, je ne pense pas. Il y a quelques années, non. Et voilà, il s'agit juste d'être un peu audacieux et de se dire que quand on propose de la qualité, le public est là au rendez-vous aussi. Il faut arrêter, parce que le plus grand nombre, il y a moins d'exigences de qualité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que le fait qu'il y ait des acteurs maintenant de cinéma qui n'hésitent plus à venir à la télé, justement pour ça, montre aussi que cette qualité est au rendez-vous? Bien sûr, évidemment. Et plus ça continuera, plus je serai heureuse de me dire qu'on élève un peu le niveau et qu'il y a de plus en plus de projets très audacieux qui vont être à la télé. Et que ça fera des passerelles évidemment plus faciles avec le cinéma, qu'on enlève enfin ces étiquettes qu'on a en France, qu'on enlève un peu ce snobisme, ce serait bien. Damien. Yanis estime que vous portez merveilleusement bien la casquette. Voilà. Je vous remercie. C'est Yanis. Yanis, merci beaucoup Yanis. Merci Yanis. Une question de Jérôme qui souhaite savoir si vous avez d'autres projets à la télévision. Est-ce qu'il y a d'autres fictions là pour l'instant qui sont sur le feu? Alors il y a beaucoup de discussions parce que j'ai pas mal de propositions depuis que j'ai arrêté Chicago. Mais pareil, je prends le temps de faire les bons choix. Et ce serait pareil un rôle de flic ou ce serait pas forcément ce genre de... C'est toujours pareil, moi c'est pas le rôle, c'est vraiment ce que je vais pouvoir en faire. Donc si c'est un rôle de flic et que c'est intéressant et qu'il y a autre chose derrière, pourquoi pas? Si c'est un rôle de flic pas intéressant, j'irai pas. C'est vraiment par rapport au rôle et par rapport à ce que je peux faire du personnage et du rôle qu'on me donne de ce qui est écrit dans le scénario.
Très bien. Alors vous avez parlé de Chicago évidemment, c'est la comédie musicale, la célèbre comédie musicale de Broadway, que vous avez joué pendant plus de 6 mois à Paris sur la scène du théâtre Mogador. Vous venez juste d'arrêter, je crois, après plus de 6 mois et un temps. On voit ici l'affiche scandaleusement chic, hein, évidemment une comédie musicale exceptionnelle que j'ai eu la chance de voir. C'était un triomphe assez incroyable, inespéré ou pas, Sophia? C'est toujours compliqué d'adapter une pièce de Broadway, une comédie musicale de Broadway, comme c'est fait à Mogador depuis longtemps avec Grise, Le Roi Lion ou d'autres. Oui, c'est beaucoup moins populaire, beaucoup moins grand public que ce qu'on a pu voir précédemment en comédie musicale. Donc on avait un petit stress, mais moi je suis ravie. Moi ça fait 10 ans que j'attends qu'on la monte en France, donc je suis très très heureuse d'avoir pu être sur cette scène-là et très heureuse que Stage ait eu le courage de le faire, parce que c'est pareil, c'est toujours de l'audace. Hein. C'est audacieux d'amener Chicago à Mogador. C'était audacieux et c'est un pari gagné. Comédie musicale, ça vous retente dans un avenir proche ou là vous voulez faire un petit break? Là tout de suite, on va faire un petit break. C'est pour ça que j'ai dit avenir proche, hein, vous voyez, je ne me suis pas engagée sur tout de suite là. Mais après oui, pourquoi pas. Moi, après le problème c'est que c'est un certain style de comédie musicale qui me plaît particulièrement, c'est celui-ci, le Broadway jazz, blues, plus que le côté très classique des comédies musicales. Donc il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce serait compliqué. Après, oui, il reste Cabaret, ce serait bien, peut-être Cabaret, Moulin Rouge, voilà, ouais. Ce genre de comédie musicale, j'aimerais bien, ouais. Et la musique, album, quoi que ce soit, il y a des choses en prévision, en vue? Oui. Alors, oui. C'est toujours compliqué parce que ça fait des années que j'essaie de faire cet album, des années que j'en parle et que j'en parle plus, et que donc c'est toujours un peu compliqué d'en parler. Alors reparlez-nous-en. Voilà. C'est la bonne occasion de Victorien aussi. Il faut savoir. Et puis on arrive au bout là en plus, donc il faut conclure. Oui, j'ai très envie de refaire de la musique. J'ai abandonné un peu ces dernières années parce que j'étais pas très heureuse, et puis j'ai eu un tel besoin de travailler l'actrice que j'étais que du coup ça a mis un peu de côté la chanteuse, voilà. Mais là ça y est, ça revient. La scène m'a reconnectée avec ça, et j'ai très envie de refaire de la musique. Donc là, c'est prévu pour les prochains mois. Les prochains mois. Ouais. Donc on attend quoi d'ici la fin de l'année pour Noël, un petit cadeau de Noël. Peut-être une chanson, oui, mais après un projet, il faut du temps, et comme j'ai le temps de pouvoir le faire, j'attends d'avoir vraiment le bon projet, mais il va bien sortir un jour cet album. Alors ça fait quand même des années que j'y suis, donc. N'hésitez pas, prenez votre temps, faites de la qualité, Sophia, et dès que c'est fait, vous revenez nous voir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Je rappelle qu'on vous retrouve ce soir, ce sera à 21h. Ne ratez pas la suite de la série Kepler pour tout savoir sur Sophia Essaïdi et Marc Lavoine. Est-il gentil? Est-il méchant? Que va-t-il se passer? On vous dit rien, mais franchement, on vous dit juste d'aller regarder France 2 à 21h. On y sera, Damien. Oui. Et on sera là demain également. Exactement, on sera là demain avec un talent de The Voice qui a fait beaucoup parler la semaine dernière. Alors, ce n'est pas Coco que vous avez tous remarqué dans le dernier épisode de The Voice, mais ce sera Léona Winter que nous recevrons donc demain à cette place. Donc, du coup, même lieu, même heure à 10h34. C'est le premier drag queen passé dans The Voice, voilà. Effectivement. Et qu'on recevra donc demain, effectivement, sur ce plateau. Merci Damien, merci Sophia. Avec plaisir. Excellente journée à toutes et à tous.